Face à la multiplication des attaques dans le pays, Roch-Marc Christian Kaboré a décidé de trancher. Le président burkinabé a limogé les ministres de la Défense, Chérif Sy, et de la Sécurité, Ousseni Compaoré. Le décret lu par le secrétaire général du gouvernement fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Le président du Faso assume désormais lui-même les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, selon un second décret face à la colère unifiée des populations, des centrales syndicales et de l'opposition. Le président Kaboré décide donc d'agir. Faut-il se réjouir de ces limogeages? Quel est le bilan de ces deux ministres au gouvernement? Y a-t-il d'autres actions à mener de la part de l'exécutif afin de réussir la mission qui est de sécuriser les populations? Burkina, limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité suffisant pour calmer la colère populaire? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Johannes. Notre premier invité du jour, vous êtes écrivain expert en communication politique. Le second, Souleymane Lamzat, bonjour. Bonjour Charles. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Ma première question pour vous, Souleymane Lamzat, faut-il déjà se réjouir de ce que l'exécutif, sinon le chef de l'État lui-même, tranche dans son gouvernement suite à ces attaques répétées-là et, on va dire, suite à la colère généralisée et donc ce sentiment d'impuissance et de colère des populations burkinabées? Il faut déjà dire qu'on ne se réjouit jamais d'un limogeage, mais le résultat s'impose à nous. C'est au vu des résultats que vous êtes maintenus dans vos fonctions. Si vous avez un résultat médiocre qui est décrié par tous, donc je crois que le limogeage s'impose. Et il ne faut pas oublier que ça fait quand même des mois, voire presque 1 à 2 années déjà que les populations se plaignent. Les populations se plaignent de la recrudescence du terrorisme, des attaques à tout va, et il n'y a pas de solution adéquate qui soit trouvée au phénomène. Alors, dans ce cadre-là, je pense que le président du Faso a bien fait de prendre ses responsabilités, d'abord en limogeant d'une part les ministres, et surtout, chose qui est rare ces derniers temps-ci, de prendre lui-même la tête de la défense nationale. Certes qu'il y a eu certainement des enquêtes qui ont mené à un certain nombre de soupçons. Et il faille, puisqu'il sera le seul n'est-ce pas, responsable de son bilan, il faille qu'il prenne des dispositions pour que le pays n'advienne pas. Lamine Cissé, des motifs de satisfaction, pas forcément de réjouissance, mais de satisfaction de ce que, quand vous êtes responsabilisé et que les résultats ne suivent pas, il faut sanctionner. Oui, d'accord. Je crois que les responsabilités sont aussi partagées. Je crois qu'un ministre dans un gouvernement implique l'action du gouvernement également. Et donc du chef de l'État lui-même? Évidemment, lui-même, puisque c'est lui qui définit tout ce qui doit conduire à la sécurité, tout à fait, à l'économie, la politique à la de la stabilité, à la paix. Donc, s'il prend ces responsabilités-là, il sait pourquoi il l'a fait. Mais est-ce que c'est suffisant pour régler le problème de sécurité? Fondamentalement, wait and see, comme les Anglais le disent. Alors, Lamine Cissé, est-ce que quelque part, ce n'est pas que ces ministres-là servent de fusibles uniquement face à la grogne populaire? Est-ce que c'est votre lecture? Je crois que la grogne populaire ne s'arrêterait que quand le problème de sécurité trouvera des solutions. Parce que je vois le balai citoyen déjà qui a porté plainte. On ne peut pas, dans un pays où il y a plus de 1500 victimes tuées et presque plus d'1,5 million de déplacés, et dire que juste limoger des ministres règle le problème. Non. Évidemment, ça peut créer l'espoir. Ça peut créer dans la conscience populaire l'espoir, sans être euphorique. Parce que c'est pourquoi quand je dis les responsabilités sont situées, le président lui-même, dans son coaching, dans sa gouvernance, a commis des erreurs
qui sont en train d'être payées cash. Quelles sont ces erreurs-là? Parce que, premièrement, quand le pays est en guerre, parce que le Burkina est en guerre, hein, le pays est en danger des attaques violentes du terrorisme. Il faut mettre de côté ses égos. Il faut tout faire pour réunir même les ennemis autour de soi, pour le pays. C'est ça qui a manqué. Et maintenant, j'ai vu qu'il était dans la même dynamique et il a voulu appeler l'opposition à discuter. Ça a un peu cafouillé, parce qu'en fait, c'est le timing qui n'était pas bien, quoi. Okay. L'opposition aussi voudrait le voir couler. L'opposition aussi voudrait savoir est-ce qu'il est sérieux, ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il faut mettre la balle à terre. Dès le départ, nous avons dit sur le plateau là, ici, qu'il est en train de commettre des erreurs. Il y a un général qui est embastillé, qui a une expertise et une expérience très sérieuse. Vous voulez parler de Djibet Yendéré? Yendéré, oui. Dans les matières de... Le moment où on l'a mis en prison, j'ai dit c'est un danger pour le Burkina Faso. Il faut réunir toutes les forces. Parce que nos chefs d'État, là, souvent, ils mélangent le pays avec leur propriété. Le pays appartient à la nation. À un moment donné, la paix n'a pas de prix. Hein? La paix pour un pays. Regarde le Burkina aujourd'hui, le pays des hommes intègres. Depuis combien de temps l'économie est stagnée, rien ne bouge? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est comment on va faire pour amener la paix. Comment on peut aller vers le développement ainsi? C'est impossible. Alors, donc, je crois que l'erreur a été commise, l'erreur de coaching a été commise dès le départ. Alors, je crois que l'expert, on laisse l'expert dire mieux que ça, quoi. Parce que sur le même date, quelque part, en tant que premier responsable de la politique de la nation, de tout ce qui est, on va dire, structure, gouvernance, économie, stabilité, paix, développement, est-ce que ce n'est pas le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même qui devrait être le premier fusible? Est-ce que quelque part on n'est pas juste en train de déplacer le problème en limogeant deux ministres qui sont très impopulaires du fait de la situation sécuritaire dans le pays, juste pour déplacer un tant soit peu le problème? Il faudra faire, n'est-ce pas, une notification au niveau des rôles. Le ministre est nommé, le chef d'État est élu. Donc on peut pas révoquer un chef d'État. On peut révoquer un ministre. D'accord? Mais c'est pas une raison pour, n'est-ce pas, donner un blanc-seing à M. Roch, au président Christian Kaboré. Il est le premier responsable. Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'il sera le premier jugé, n'est-ce pas, sur les résultats qui seront palpables ou visibles dans les deux sens, hein, dans le sens du négatif comme du positif par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et mieux, il engage, n'est-ce pas, la politique sécuritaire de l'État. C'est à lui, entouré des états-majors différents, la mer de terre, de l'air, la marine, bon, encore que le Burkina est un pays enclavé, et toutes les autres entités, y compris la sécurité intérieure, de faire en sorte qu'il y ait une certaine quiétude au sein de la population burkinabé qui est aujourd'hui laissée pour compte. Il faut noter aussi que le Burkina, il ne faut pas voir les choses dans le noir. Le Burkina a fait beaucoup de progrès ces derniers temps-ci, comparativement à d'autres États que je ne cite pas ici, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous voyez que de mieux en mieux, depuis quelques mois là, le Burkina n'arrête pas d'arraisonner, n'est-ce pas, des centaines de motos, des armes, même des camps de djihadistes qui sont démantelés, puis arrêtés, démantelés. Donc ne voyons pas le tout dans le noir. Il y a des progrès qui se font, mais la première responsabilité devant l'histoire et devant la nation, c'est bien le président Roch-Marc Christian Kaboré. Je pense qu'il a pris ses responsabilités. J'espère qu'il utilisera une méthode d'approche scientifique et technique pour parer à toute éventualité. Et je veux vous dire, en guillemets, que le sommet qu'il y a eu entre lui et le président ghanéen commence par faire ses effets. Alors, le Premier ministre a défendu, on va dire, le nouveau gouvernement. Il a expliqué pourquoi il y avait eu ce réaménagement technique-là. Il reconnaît que c'est une conséquence des récentes attaques contre les populations, notamment à Solan, et contre la police à Barça-Logo.
cela a permis, selon Dabéré, de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Oui, mais tu sais, la satisfaction viendrait que si on voit les plus d'1 million retourner sur leur terre. La satisfaction se fera que quand les armes vont se taire au Burkina. Mais pour l'instant, nous pouvons juger que les faits sont têtus. Et ça a pris trop de temps. Bien avant, depuis son premier mandat jusqu'au deuxième mandat, il y a un problème de dysfonctionnement clair et net. Et ce n'est pas le Burkina Faso seul qui est confronté à cela. Au Niger, c'est la même chose. Au Nigeria, c'est la même chose. Donc c'est le terrorisme dans sa globalité. Mais chaque pays a une certaine spécificité par rapport à ça, quoi. Donc je crois que c'est ce que nous sommes en train de juger. Maintenant, qu'il fasse des réaménagements techniques là, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le résultat après qui m'intéresse, que je vais juger. Réaménagement là, franchement, je ne peux pas dans une prévision dire que c'est ça qui va se passer. Moi c'est les faits qui sont têtus que je suis en train d'analyser. Et pour dire, il faut qu'il y ait une cohésion nationale autour de cela. C'est extrêmement important. Donc voilà un peu, je ne peux pas, à partir de ce qu'ils sont en train de faire, donner mon point de vue. Je n'ai pas de point de vue par rapport à ça, parce que pour moi, c'est les résultats qui comptent. Mais je pense que, vu la pression populaire, je pense que l'État est mis au pied du mur. Ils sont obligés d'aller vers un espace, parce que les populations sont exaspérées. Et ce n'est pas les populations burkinabées seulement, c'est-à-dire que tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest sont exaspérés par rapport à cette situation. Remarque quand même la libre circulation des personnes et des biens, c'est une contrainte majeure. Les gens ont la peur au ventre en voyageant dans l'espace CEDEAO, tout ça là. Tu ne sais pas si on va couper la route ou si on va te prendre les biens, etc. C'est-à-dire son impact sur l'économie même de la sous-région est incommensurable. Donc vraiment, ça nous concerne tous. Mais maintenant, aujourd'hui, nous ne pouvons juger que les faits. Parce que par ailleurs, on a vu des généraux qui sont corrompus. Par ailleurs, on a vu que l'argent qui est mis pour l'armement détourné, ça va dans la poche des gens, etc. etc. Donc, c'est la raison pour laquelle... Bon, moi, je ne serais pas trop optimiste comme le militaire qui est sur le plateau, puisque moi, ce n'est pas mon métier. Mais moi, je voudrais avoir les résultats. Si lui, il me rassure, c'est bien, il n'y a pas de problème. Alors, Souleymane Hamzat, quand un Premier ministre parle de dysfonctionnement au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité, qu'est-ce qu'il entend ? Souleymane Hamzat ? Ben écoutez, il entend par là de... Oui, je suis avec vous. Allez-y. Vous me recevez ? Oui, absolument. Oui, bon, allez-y. Bon. Allez-y. Voilà. Donc j'entends par là au fait le manque de résultats. Je vous l'ai dit, c'est clair et net. Et quand il y a un manque de résultats, vous ne perdurez pas dans l'erreur. Je crois que l'erreur est humaine, dit-on, mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Surtout quand il s'agit pas que de votre vie, il s'agit de la vie de toute une nation et mieux de toute une communauté. Vous avez vu que le Ghana est parti tout de suite à la rescousse du Burkina. Ce n'est pas pour les beaux yeux de venir aider le Burkina. C'est une manière de voir que le terrorisme est à sa porte. Et qu'il faille prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est en cela que moi, je reste optimiste. Faut pas... je concède à mon co-débatteur que les populations souffrent, nous en sommes tous conscients, mais il ne faut pas verser dans du pessimisme. Sinon, ce serait un point de gagner pour les terroristes. Quand bien même on se sent vaincu, il faut toujours avoir le courage de remonter la pente et de faire face aux réalités. Le président, en limogeant les deux ministres, celui de la sécurité et de la défense, a dû certainement anticiper. Je parle du fait que gouverner, c'est prévoir. Si gouverner est prévoir, il a dû certainement prévenir un certain nombre de dispositions du point de vue de la géopolitique, du point de vue de la stratégie à combattre le terrorisme. Et ce, avec les voisins, puisqu'il a accepté l'aide du Ghana. Donc, il n'est pas seul dans la merde, excusez-moi le terme, mais il faille aussi qu'ils s'entourent, n'est-ce pas, des autres pays frères et amis, surtout dans le partage du renseignement,
Parce que j'ai souvent dit que le renseignement, c'est la clé du chef. Si un chef est bien renseigné, il sait à quoi s'en tenir. S'il est mal renseigné, il souffre que cela vacille. Donc, il serait temps qu'au niveau du renseignement, il y ait une coordination sous-régionale, surtout que la solution passe par les Africains et pour les Africains. Ce que réclamait depuis des lustres le feu maréchal du Tchad, le président Déby Itno, paix à son âme. Alors, Souleymane Hamzat, pourquoi est-ce que le président du Faso décide de conserver le portefeuille de la défense nationale? Qu'est-ce que cela implique concrètement pour quelqu'un qui n'est pas un militaire? Je viens de vous le dire, le manque de renseignements ou des renseignements qui ne sont pas fiables. Si je viens vous dire quelque chose il apparaît que vous remarquez le contraire, vous vous posez des questions. Et ceux qui sont censés vous apporter ces informations-là, sur lesquels vous êtes censé même fermer l'œil, compter, c'est-à-dire les croire même les yeux fermés. Si ceux-là vous vendent de fausses informations et que sur le terrain vous remarquez qu'il y a des résultats contraires ou des propos contraires à ceux qui vous ont été rapportés, le limogeage s'impose à tous les échelons. Il n'y a pas que le ministre de la Sécurité. Vous verrez, je suis dans les jours, que l'état-major va changer, le renseignement va changer, etc., etc. Vous avez vu le cas du Nigeria à côté, où c'est que, par manque de résultats, le président Buhari a dû mettre un terme à l'ancienne équipe qui, apparemment, d'après les enquêtes, était en train de se sucrer, n'est-ce pas, sur le dos des populations à travers tous les moyens qui étaient donnés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et il a ramené toute une nouvelle équipe. Bon, on va parler aussi de passer la pommade en les félicitant sur la mort du Sadiq Shekau qui est mort. Mais je pense plutôt que c'est un échec de la part de l'armée nigériane. Et il faille que le Burkina, dans un ensemble où même, j'allais dire, tous les États de la CEDEAO aillent véritablement vers une armée sous-régionale dont on avait parlé, qui ne prend jamais corps. C'est beau de parler, il y a trop de discours, ça bavarde trop, il n'y a que dalle qui se fait. Alors, le président décide donc de garder le portefeuille de la défense nationale. On parle d'une réorganisation de tout l'appareil sécuritaire, mais est-ce qu'un chef d'État qui est civil a forcément cette expérience-là, ou bien il va se faire seconder d'un officier pour réussir cette mission-là? Non, l'expert vient de dire que c'est pour les renseignements. Je suis d'accord avec lui, puisque moi, je ne sais pas très bien. Quand l'expert est sur le plateau, je plie à ces informations. Mais il avait ce portefeuille-là en 2015. Il avait cumulé pendant 6 mois ce portefeuille-là. Après, maintenant, il y a un ministre délégué, un colonel qui l'a pris, ministre délégué, qui va le seconder. Certainement, c'est pour savoir ce qui se passe dans la marmite armée. Parce qu'en fait, si l'État déploie les moyens et que les résultats ne suivent pas, quelquefois, le président, qui est le premier responsable, le premier chef des armées, a le droit de savoir. Il a donné le cas de Buhari qui est en train de... Parce que ça dépend des pays. Le Nigeria, ça, c'est la corruption à haute dose, à grande dose. Bon, tu sais, l'armée n'est pas aussi saine. Quand on a dans les appareils d'État la gouvernance, si la tête est pourrie, tout est pourri, l'armée n'est pas exempt de corruption. Maintenant, il a dit quelque chose, l'expert Hamzat a dit quelque chose qui est fondamental. Il faut une coordination des renseignements, une coordination, mutualisation des forces endogènes. Ce n'est pas l'extérieur qui viendra régler notre problème de sécurité. Ça, je l'ai dit sur le plateau là, sans être un expert. Mais ce que j'ai constaté est que il faut que nous donnions les mains. On n'est pas assez solidaires entre nous. Tu as vu quand ces dernières semaines-là, le Niger, le Burkina Faso, ils se sont donné la main, mais ils sont en train de produire des résultats. Le fait de se donner la main et de permettre à l'armée d'être opérationnelle, vraiment opérationnelle, sans détournement d'argent, etc., je crois que nous pouvons vaincre. Donc, il a parlé d'une dynamique régionale. C'est vrai, il y avait les Comores qui étaient là. On a vu les Comores actifs dans la guerre de Libéria, tout ça là. Mais après ça, là, les Comores, c'est où? Je crois que si au sein de la CEDEAO, si tous les pays savent que personne n'est à l'abri de ce terrorisme-là, d'autant plus que même si le terrorisme n'est pas chez toi, mais l'impact arrive chez toi. D'autant plus que
ça fragilise nos économies, ça fragilise la libre circulation, ça va à la destruction même de la CEDEAO, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement dangereux. Donc je crois qu'il faut que la CEDEAO mette les moyens à avoir une armée régionale qui va se déployer avec des renseignements communs. Je les vois souvent, les généraux, les chargés de sécurité de la CEDEAO qui se réunissaient avant le terrorisme là, qui se réunissaient pour dire que bon, des renseignements entre eux, etc. Mais l'efficacité sur le terrain, nous ne voyons pas ça. C'est les autres maintenant qui viennent pour nous dire chez vous, des gens qui se déplacent, on ne peut même pas les identifier. C'est dommage. Et ensuite, il faut l'implication des populations elles-mêmes. Parce que ces djihadistes-là, ils ont des bases arrière. Ils se replient dans des pays. Mais ils sont avec les populations. L'implication des populations dans les stratégies de lutte contre le terrorisme est extrêmement importante. Ce n'est pas une affaire de l'armée seulement. C'est une affaire de renseignement, comme il l'a dit, et d'information. Et les personnes qui peuvent être au cœur de l'information et de renseignement, c'est les populations elles-mêmes. C'est extrêmement important. Alors, sur le même date, le Premier ministre dit que l'objectif principal de son équipe, c'est la reconquête de tout le territoire national et le retour des populations dans leurs villages. Cette stratégie-là ou cette méthodologie-là passe par quoi? Quels sont les leviers qu'il faut actionner pour atteindre ces objectifs-là? Écoutez, je me croirais trop pétant de vouloir donner des leçons ou des approches de solutions à un gouvernement. Moi qui suis une minuscule personne, je pense que c'est ensemble que les solutions seront trouvées. Mais je voudrais, par rapport à votre question, rebondir sur ce que vient de dire mon co-débatteur et qui est tout à fait illustrant de ce que des solutions endogènes doivent être trouvées. Ça, c'est une problématique qui se pose à toute l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Vous voyez souvent que les populations sont souvent renseignées du passage des terroristes. Ils quittent un point A, ils traversent tout le désert, ils arrivent à un point B, ils ont certainement dû traverser des villages ou des hameaux où il y a eu peut-être une dizaine, quinzaine de personnes. Il faut créer des comités locaux de sécurité, pas les armées. Moi, je ne suis pas dans le sens des armées, mais plutôt de leur donner les moyens du renseignement. Un petit téléphone, je ne sais pas moi, à 10 000 francs, quelques pécunes de quoi lui permettre de manger le matin et qui servent comme indice de renseignement. C'est une approche participative, mais qualitative, que vient de relever mon co-débatteur. Et cela ne fait pas l'objet de solutions pour les gouvernements actuels. Le gouvernement burkinabé l'a expérimenté, mais dans le mauvais sens. Je veux vous parler des Koloego. C'était une inspiration du colonel Boukari Kabouré, n'est-ce pas, le lion de Burkinabé, qui a préconisé qu'au niveau de chaque village, qu'il y ait des comités de défense. Bon, moi, je ne les transformerai pas en des comités de défense, parce que cela relève, si vous vous rappelez bien de la période révolutionnaire où on créait des comités de défense de la Révolution. On défendait l'idéologie, mais ici, il s'agit de défendre nos vies. Et pour défendre nos vies, il faut être bien renseigné en premier, savoir d'où viennent les terroristes, à quelle famille ils appartiennent, ou qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs rapports, ont-ils maintenu le contact et éventuellement voir dans quelles dispositions il faut les piéger. Et c'est là où je m'insurge beaucoup contre ces nations-là qui envahissent notre continent sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, ayant des moyens colossaux d'écoute, de tracking, c'est-à-dire de suivi. Ils sont experts en la matière, mais les résultats sont médiocres. Les responsabilités, comme le disait mon co-débatteur, sont partagées, aussi bien au niveau endogène qu'exogène. Donc la solution endogène, pour moi, est une solution à envisager, mais il faudra nécessairement qu'elle passe dans le cadre du renseignement d'abord, et après, si tel est qu'on a besoin de combattants, ben qu'au niveau de chaque village, au moins qu'on puisse désigner 5 à 10 personnes qui feront une formation réglementaire. On ne forme pas un militaire en 10 jours comme c'est le cas des Kourébo.
On vous apprend à avoir une arme en main. Et comme le disait le feu président Thomas Sankara, un militaire sans idéologie politique est un criminel en puissance. Donc, s'ils ne savent pas pourquoi ils ont des armes en main, et que pour eux, c'est juste d'aller tirer sur des gens qui, en face, sont armés, sait-on s'ils sont terroristes ou pas, ben on reverse dans les débois et voilà, c'est un bis repetita. Ce serait dommageable si la solution endogène ne se fait pas prendre en compte. Alors, concernant les manifestations prévues par l'opposition, on a l'impression que c'est quelque part pour... on va dire, essayer de rattraper la situation. Et qu'est-ce qui fait que l'opposition semble encore, on va dire, galvanisée au Burkina Faso, alors même que l'ancien chef de file de l'opposition a rejoint le gouvernement et a pris le portefeuille de la réconciliation nationale? Oui, moi je crois que l'opposition doit en même temps aller sur la table de la cohésion, en même temps faire la pression. Comment donc? Comment jouer sur les deux tableaux? Non, évidemment, parce qu'en fait, c'est la nation qui est en jeu. Mais maintenant, si la manifestation est dirigée contre un régime, contre un président, pour le faire tomber, pour le créer des problèmes, c'est à la nation qu'on crée également le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit suffisamment patriote. Il ne faut pas également Évidemment, les responsabilités de ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le pouvoir en place. C'est Kaboré. Mais si la nation est en danger, j'ai donné toujours le cas de la Chine, entre Mao et Chiang Kai-shek. Quand le pays était en danger, les deux ennemis farouches qui se battaient en Chine se sont réunis pour dire taisons les armes entre nous. Ils ont fait face à l'armée, ils ont vaincu l'ennemi. Le Burkina Faso et les autres pays sont dans la même situation aujourd'hui. Parce que, vous voyez, dans un pays où l'insécurité vient faire face aux conditions économiques catastrophiques des populations. Les populations sont confrontées aux problèmes de survie, c'est-à-dire du quotidien. Les populations sont terrorisées sans les armes. Et quand les armes viennent en plus, ils sont doublement terrorisés. Elles sont doublement terrorisées. Donc face à cette situation-là de faiblesse, il ne faut pas que l'opposition, n'est-ce pas, tire trop. Parce que j'ai vu, je ne sais pas quelles sont les conditions, peut-être ce sont les termes de référence de la conférence de réconciliation pour faire face au terrorisme. Ça a capoté. Les gens ont vidé la table, d'après mes informations. Je ne sais pas si c'est juste. Mais je voudrais tout simplement inviter à l'opposition de dire oui, on peut faire la pression sur le gouvernement pour dire ta responsabilité est engagée, mais la responsabilité de tout un chacun est engagée. Comme Kaboré doit tendre la main, faire une véritable ouverture. Parce que tu m'as dit le chef de l'opposition est dans le gouvernement. C'est très bien. Mais il faut que ça soit inclusif. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui restent sous le carreau parce que c'est de la nation dont il s'agit. C'est pourquoi j'ai dit quand le Burkina Faso est en état de guerre aujourd'hui, il faut pas... Tu ne peux pas produire un résultat économique dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Donc je voudrais vraiment dire, attention, je comprends la société civile, qui a un rôle de balai citoyen, qui a porté plainte, etc. Il y a un rôle de mettre la pression suffisamment. Mais l'espace politique doit être apaisé pour qu'ensemble, trouver des solutions idoines pour régler ce problème. Alors, on a l'impression... sous le même date que l'opposition avait souvent essayé de participer à la politique sécuritaire en respectant, en essayant de maintenir les populations dans le jeu, mais cette fois-ci, on sent un ras-le-bol de la population, accompagné aussi de l'opposition, dont Eddy Kombouigo est l'actuel chef de file. Il entend maintenir l'appel à manifester. Et pour lui, changer de ministre, ça ne suffit absolument pas. Il faut des résultats probants, selon donc l'actuel chef de file de l'opposition, et qui dit: nous ne demandons pas de saquer qui que ce soit, nous demandons des mesures qui ramènent la paix. Nous marchons pour protester contre la malgouvernance du président Kaboré. L'opposition burkinabé me fait rire. Vous savez, la critique, elle est facile.
la critique est facile. Je suis un peu peiné de voir que, bon, on est en train de massacrer une frange de la population et qu'une frange de l'autre côté se mette à marcher. Le fait de marcher ne résoudra pas le problème. Je me pose la question même de savoir, l'opposition, quelle est sa participation dans la lutte contre le terrorisme? Quelles sont les approches de solutions qu'elle a apportées et qu'elle a mis sur la table et qui n'ont pas été analysées par le pouvoir en place? C'est trop facile la critique quand on est dans l'opposition. Et je voudrais de ce pas, n'est-ce pas, mettre en garde le président burkinabé contre l'usage, n'est-ce pas, de ce phénomène à des fins politiques. Surtout ne pas laisser le champ à une opposition, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, de faire de la lutte contre le terrorisme un champ de bataille politique. Quand il a si bien dit mon co-débatteur en donnant l'exemple de la Chine. Hein? Quand on est attaqué, bon, allons au béaba de la sécurité. Quand nous sommes dans une maison, je ne m'entends pas avec M. Lamine Sissé ou M. Johannes Touanou. Nous vivons dans la même maison. Qui a une attaque sur cette maison-là, chacun devra-t-il se ranger d'un côté, commencer par crier, non, Johannes n'a pas raison, l'autre on rentre dans du dilatoire politique. Et ça, c'est dommageable pour les classes politiques africaines que je n'arrête pas de décrier ces derniers temps-ci. Au lieu d'aller à l'essentiel, écrit même au chef de l'État ou par des voix autorisées pour dire voilà nos approches de solutions, quitte à ne pas être entendu et après monter au créneau. Non, on préfère prendre la rue. La rue ne résoudra aucun problème. La rue n'a jamais résolu un problème. La rue est le sens, n'est-ce pas, d'une expression désavouée de la gestion, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Ça, si c'est dans ce cadre-là qu'ils veulent le faire, et ça ne concerne que la politique, ben qu'ils le fassent. Mais si c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je m'inscris totalement en faux. Et je voudrais chuter en disant ceci. Mon co-débatteur a parlé de quelque chose de sensible sur lequel moi-même j'étais arrivé il y a, disons, des mois par rapport à une émission que nous avons tenue sur, n'est-ce pas, les propositions que faisait le général Gilbert Diendéré. Mais voilà quelqu'un qui, de tout son temps, sous le président Compaoré, a cohabité tous ces gens-là qui attaquent le Burkina aujourd'hui. La paix n'a pas de prix, comme le disait mon co-débatteur. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de concession à faire pour aller à la paix. Ça, les politiques qui viendront vous vendre le contraire, ce sont des vendeurs d'illusions. Il faut y aller à une paix certaine. S'il faut dialoguer avec le général Diendéré, le mettre à profit pour que la paix revienne au Burkina, mais faisons-le pour que nos frères burkinabés arrêtent de tomber. Et je ne veux pas dire qu'il en est le chef des terroristes ou bien qu'il en est l'instigateur de tout ce qui arrive au Burkina. Mais si vous connaissez les moyens par lesquels faire taire les armes au Burkina, mais faites-lui appel. Et ça devait se faire dans les règles de l'art, sans aucune honte, n'est-ce pas? Et en toute responsabilité. Je pense qu'encore, sur ce deuxième point-là, il va falloir que les politiques là pensent et songent à apporter des voies et moyens par lesquels participer à la lutte contre le terrorisme que de verser dans la politique politicienne. Alors, du côté de l'opposition, peut-être à leur décharge, les opposants ont estimé qu'il fallait soutenir les forces de défense et de sécurité. Ils l'ont dit clairement. Mais par rapport à la gouvernance politique, ils estiment qu'il y a eu suffisamment d'erreurs de la part du président Roch-Marc Christian Kaboré et que c'est pour ces erreurs-là et qu'ils entendaient marcher. Et marcher, visiblement, c'est reconnu par la Constitution. Oui, d'accord. Je ne refuse pas. C'est-à-dire que j'attire l'attention. Quand il y a un problème de sécurité, vous dites qu'on soutient l'armée et puis la gouvernance sécuritaire a été mal faite. Mais proposez. Marchez, mais faites une proposition. Et la meilleure façon de faire la proposition, c'est sur la table. On avait appelé à une conférence, je ne sais pas pourquoi ça a capoté. Mais maintenant, même si on marche, il faut que ça aille dans le sens de réunir les forces, une marche de proposition. Voilà notre plateforme pour que nous puissions aller vers la sécurité. Mais ça ne doit pas être dirigé... Ça ne doit pas être une marche politique tout simplement pour mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, si Kaboré chute, mais qui va être à sa place pour créer Parce que vous savez, le terrorisme n'a de force que quand les forces à l'intérieur sont divisées.
Si à l'intérieur, là, il y a une division, là, mais le terrorisme s'installe durablement. Ils sont contents de voir vous tirer là-dessus. Eux, ils font leur besoin. Maintenant, moi, je rejoins monsieur l'expert Hamzat, parce que Blaise Compaoré a fait presque 3 décennies dans le pays. Il a un ancrage socio-politique et culturel dans le pays. 3 décennies. On ne peut pas balayer cela d'une revers de main. Ce n'est pas possible. Et il a été un pion dans la stabilité et la paix, les négociations en Afrique de l'Ouest. Après, au fait, c'était le président Eyadema. Après Eyadema, c'était Blaise Compaoré. Il a été accusé de déstabilisation aussi dans certains pays. Oui, mais il a amené la paix dans beaucoup de contrées, de toutes les façons. Mais c'est-à-dire que à un moment donné, quand on est, de déstabilisation, Compaoré, on a tué Sankara, etc., etc. Mais ça, c'est l'histoire. Je laisse ça à la justice burkinabé de gérer ce problème-là. Mais je voudrais qu'on s'appesantisse sur les faits actuellement. Ce dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin de regrouper toutes les forces pour qu'au moins la sous-région ait une certaine stabilité. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez les terroristes, ils sont très solidaires, hein? Si vous attaquez un de leurs éléments, ils peuvent déstabiliser ton pays et mourir tous pour sécuriser cette personne-là. Donc il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maillon faible. Il faut que tous les maillons se réunissent pour le Burkina Faso. C'est pourquoi je rejoins un peu pour dire, évidemment, il faut utiliser l'expertise de tout le monde. Si dans la période de paix, la justice voudrait voir clair dans les dossiers, parce que la justice aussi ne pourrait pas voir sans la sérénité. Un pays qui est en guerre, quelle justice peut être fonctionnelle dans la sérénité? Non, il n'y a pas de sérénité. Donc pour le moment, pour l'instant, même le diable qui est au Burkina Faso, s'il peut amener la paix, amenez le diable qu'il amène la paix d'abord. Après, vous allez le qualifier de diable. Mais pour le moment, on a besoin d'aller vers la paix. Il faut que les égos, les hommes, surpassent leurs égos. C'est un problème d'ego. Et la situation actuelle des pays de l'Afrique de l'Ouest, aucun chef d'État seul ne peut régler ça. Et souvent, nous avons tendance à dire, comme je suis de l'opposition, celui-là il est au pouvoir, je vais tout faire pour qu'il ne réussisse pas. Parce que s'il réussit, moi je ne viendrai pas. Il faut qu'on arrête cela. C'est pourquoi j'attire sur la sonnette d'alarme pour dire, je suis d'accord qu'on fasse une pression sur le gouvernement Kaboré, mais attention, ne cassez pas l'arbre sur lequel tout le monde est assis, parce que toi-même, tu vas tomber. C'est ça mon inquiétude. Alors, sur le Hamzat, on sait que la région du centre-nord et celle du Sahel a été secouée par plusieurs manifestations. Est-ce que le ras-le-bol des populations, c'est quelque chose que vous comprenez? Dori, Kaya, Titao ont notamment été objets de mouvements d'humeur. Le ras-le-bol, aujourd'hui, est latent. Qu'est-ce que cela cache et que faut-il faire dans l'immédiat? Je retourne au béaba de la sécurité. Imaginez-vous un serpent qui rentre dans votre concession. Vous voyez l'état psychologique et mental dans lequel se met la famille. Et imaginez-vous que dans le cadre du terrorisme, on dit que vous avez des gens en face qui viennent avec des couteaux pour vous égorger, des fusils pour vous descendre, ou le risque de perdre la vie est évident. Mais je comprends tout à fait. Et je suis, n'est-ce pas, je suis de cœur avec ces populations-là qui souffrent le martyre et qui réclament ne serait-ce que le minimum, la sécurité, le peu qu'il leur faut pour qu'ils puissent faire librement, comme l'a dit mon co-débatteur, le va-et-vient, à pouvoir circuler de contrée en contrée, de ville en ville, et bien même au-delà des frontières. Ouais, bon, moi, mon sentiment sur ce point-là, il est indiscutable. Je suis du côté des populations. Mais attention, il ne faut pas qu'elles se fassent entraîner par des politiciens véreux. Ceux-là qui sautent sur les premières dispositions défaillantes par rapport à la gestion d'un État pour se créer, pour se transformer en champion de la lutte contre le terrorisme. Moi, je demande à l'opposition burkinabé d'aller se réunir autour d'une table, de faire des propositions, des approches de propositions au gouvernement, quitte à contribuer et à participer à la lutte contre le terrorisme. Les marches en vue de soulever les populations et de pousser le régime dans ce que nous connaissons ne serviront à rien du tout.
Votre lecture par rapport au drame que vivent ces populations-là, on a l'impression parfois que les dirigeants ne prennent pas la mesure. Mais je vis cela avec ces populations-là. Vous savez, nous sommes à la base. Nous sommes à un certain niveau au sommet, on discute avec... Mais nous sommes ancrés à la base. Nous savons combien les populations sont en train de se... J'ai dit, les populations sont terrorisées sans les armes. Le principal terrorisme, c'est la faim, la malnutrition. Quand tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Quand tu veux accoucher, tu as des problèmes, les femmes, etc., etc. Les enfants qui malnutris, etc. Mais c'est ça le premier terrorisme. On est en train de lutter cela, on n'a pas réglé ce problème-là. D'autres facteurs de terrorisme viennent s'ajouter à ça. Ces populations-là sont meurtries. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts déjà. Elles sont mortes, ces populations-là. Parce qu'en fait, je les comprends. C'est-à-dire que je souffre avec ces populations-là dans leur chair. Je souffre en même temps parce que je les vois, je constate. Regardez quand vous traversez nos rues africaines-là. Regardez les femmes dans la rue. Quelquefois, j'ai les larmes aux yeux. Quand tu vois une femme qui marche dans la rue, son bébé est au dos, un enfant, il a un poids, un panier sur la tête, il est en train de courir pour le quotidien. Ça, c'est le décor quotidien dans nos pays. La pauvreté, elle est endogène. Les gens qui sont en haut, ils font du n'importe quoi pour mettre à ces populations-là. Monsieur le Namzat, je reviens à vous. Non-assistance à personne en danger. Une plainte a été déposée par le balai citoyen contre le gouvernement du Faso. Non-assistance à personne en danger, certes, mais eux-mêmes, ils font quoi pour aider le gouvernement? C'est l'arroseur arrosé. Nous sommes dans le scénario de l'arroseur arrosé. Il faut arrêter de prendre les populations pour des inacculturés. On voit clair, on entend et on voit. Il suffit de doser le ton, surtout en osant le ton d'apporter plutôt des solutions que de vaciller dans la critique facile. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans la critique facile. Quand un problème se pose à une nation, il convient à tous les citoyens, en tout cas moi je suis patriote, à tous les patriotes d'aller dans une approche de solution. La critique elle est facile. Je ne sais pas quoi dire, mais je pense qu'il va falloir qu'ils revoient leur copie et surtout qu'ils se disent que pour le moment, et j'en ai parlé lors d'une émission hier, ceux qui sont au pouvoir ont besoin du soutien des populations. Les populations ont besoin de ce qu'elles a, c'est-à-dire du soutien de celui qui est le responsable qu'ils ont mis à la tête de l'État et de son gouvernement. Et il va falloir que cela se fasse dans un sens de conjugaison d'action pour pouvoir permettre de lutter contre le terrorisme. Maintenant, il faut faire toujours attention aux politiciens. Moi, je vous le dis et je suis coagulé dessus. Les politiciens nous mènent à un destin délabreux. Et quand ça chauffe, croyez-moi, c'est les premiers qui prennent les avions qui sont de l'autre côté. Nous sommes là, on ne sortira jamais de l'Afrique. On est africains, on est coagulés en ce sens. Le balai citoyen avait aidé à l'insurrection populaire ayant abouti à la chute de Blaise Compaoré en 2014. Il porte plainte pour, disent-ils, non-assistance à personne en danger, notamment dans le cas de l'attaque de Solan qui a fait plus de 160 morts. Il y a forcément une responsabilité gouvernementale. Bien sûr. Je m'excuse d'abord pour mon émotion de tout à l'heure là. Mais le balai citoyen est dans son rôle, dans son rôle d'autant plus que sa responsabilité est engagée pour ce qui se passe à l'heure actuelle. Comme tu l'as dit, il s'est battu pour faire partir Blaise Compaoré. Je comprends le rôle de la société civile qui n'a pas une fonction étatique, qui n'a que la conscientisation des populations, la marche, la pression, c'est ça qu'il a comme arme aujourd'hui pour... Maintenant, le fait de porter plainte, c'est la défense des populations qui sont victimes également. Parce que souvent, vous savez, ces populations qui sont victimes-là, ils sont laissés pour compte. Même la stabilité vient, on ne les dédommage pas, on n'essaie pas de... L'État ne fait rien pour eux. Donc, quand ils ont, par exemple, le balai citoyen comme des avocats, qui sont là pour défendre leurs intérêts, je crois que c'est très bien. Maintenant, le balai citoyen n'ira pas faire de la politique comme les partis politiques sont en train de le faire en ce moment, qui constituent un groupe de pression également, mais qui doivent vraiment
pouvoir coopérer avec le pouvoir en place pour trouver des solutions. Je crois que le cap devait être à ce niveau-là. Alors, Souleymane Amzat, on a remarqué il y a quelques jours que le Burkina Faso, de concert avec le Niger par exemple, a décidé de mener des attaques coordonnées tout le long du mois de juin par exemple. La moisson, semble-t-il, est bonne. Si on en croit la communication officielle, on parle de plus d'une centaine de djihadistes neutralisés, on parle de saisie d'armes, on parle de saisie d'engins roulants, de motos, de véhicules par endroit. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'il faut saluer au-delà de toute la souffrance et de toutes les difficultés qu'affrontent les populations dans ces pays-là? Je veux vous dire que je vous l'avais dit à l'entame de cette émission, j'étais de ceux qui décriaient beaucoup la politique sécuritaire du Burkina, mais j'ai fini par remarquer que le Burkina a décidé de prendre sa responsabilité depuis, surtout qu'elle a commencé par se fustiger des méthodes françaises de lutte contre le terrorisme. Le Burkina en a été le premier, le Tchad lui a emboîté le pas, et puis de plus en plus le Mali et d'autres. Donc, vous voyez, c'est le fait de prendre leurs responsabilités qui les pousse maintenant à vraiment rentrer dans la danse. Et je suis heureux de le constater que, de par leurs actions, aujourd'hui, il y a des centaines d'arrestations qui s'opèrent. Il y a des solutions endogènes à travers les chefs cantons, les rois, les chefs de village qui est en vogue, contrairement au désir de la France de ne pas avoir discuter, de ne pas discuter en tout cas avec les terroristes. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils appellent les terroristes. Les terroristes, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas de la patrie en question, ceux qui sont étrangers au Burkina. Donc, s'il y a des enfants du Burkina Faso qui sont versés dans ces actes de terrorisme et de vandalisme, si discussion s'impose, oui, il faut aller aux discussions. Mais il ne faut pas en rester en l'état, sachant que le gouvernement se bat, fait du tout, du pour et du contre pour arriver à bout du terrorisme. Ces résultats-là, pour ma part, sont à saluer, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il faut aller jusqu'au bout et finir par éradiquer ce phénomène-là. Et je voudrais, dans ce sens, demander au Burkina d'élargir, n'est-ce pas, la base de ses partenaires de combat. Comme ça, cela s'est fait en Centrafrique, cela est en train de se faire au Tchad et au Mali à côté. Votre lecture par rapport à ces actions coordonnées-là contre le terrorisme? Ça crée de la motivation au sein de l'espoir, hein? Parce qu'on a tellement tué les djihadistes là, mais ils reviennent toujours aguerris. Donc, c'est pas... D'où viennent-ils? Justement, c'est pourquoi... Comme l'expert a dit, il faut la coordination des renseignements. Il faut la coordination des forces, des potentialités dans l'armée pour pouvoir vaincre. Et mais que ce soit endogène, c'est extrêmement important. Ces djihadistes-là, ils sont armés ailleurs. Nous sommes dans une dynamique de géopolitique, on le sait. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus convoité. Et si tu vois ce terrorisme-là, c'est ancré dans des zones qui sont potentiellement très riches. Vous avez, quand vous allez en RDC, en République centrafricaine, c'est pareil. Donc ici en Afrique de l'Ouest, il y a le Sahel, cette bande qui va de la Mauritanie au Tchad. C'est une bande qui est fondamentalement très riche. Donc tous les pays qui sont limitrophes, il faut créer des désordres pour s'installer. D'une façon géopolitique, on contrôle. Et rien ne se fera sans nous. Maintenant, il faut que nous prenions conscience que rien ne fera aussi sans nous. Et on prend nos destinées en main, c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc, nos armées, si nous avons des armées vraiment qui ont doté des moyens suffisants, une armée non corrompue, une armée qui est galvanisée par la population, et qu'il y ait une coordination au niveau des renseignements, comme l'a dit l'expert Amzatou, je crois que nous parviendrons à avoir des solutions. Parce que ces gens-là, ils opèrent en moto, c'est entre nous. Comment ils s'échappent? Après, ils vont se disparaître dans les villages, etc. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de coordination, un problème de stratégie réelle sur le terrain. Alors donc, j'encourage les résultats qui sont en train d'être faits. Et je vois quand il y a des actions conjointes, le résultat est là.
Prenons par exemple, en Casamance, il n'y a pas de djihadistes là-bas. Hein. C'est les indépendantistes de la Casamance. Mais quand on a vu que Yahya Jammeh n'est pas là, le président en Guinée-Bissau est nouveau, et que les deux présidents sont favorables au régime du Sénégal, et qu'il y a une coordination dans l'action, mais les indépendantistes ils ont plié. L'armée a occupé les territoires qu'ils n'occupaient pas. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose entre nous, en Afrique de l'Ouest? C'est possible. Je pense que Hamzat ne va pas me démentir. Hein? Alors, Solomon Hamzat, le ministre de la Réconciliation nationale était récemment en Côte d'Ivoire pour rencontrer l'ancien Burkinabé le plus illustre, Blaise Compaoré. Il était forcément question d'affaires juridiques. Est-ce qu'il n'a pas aussi été question d'affaires sécuritaires ou politiques? Est-ce que selon vous, Blaise Compaoré doit-il aujourd'hui être associé à cette politique de lutte contre le terrorisme? Je suis entièrement d'accord avec cette initiative-là. Mais ça ne le débarrasse pas de l'impunité, n'est-ce pas? S'il est n'est-ce pas, cité comme auteur ou co-auteur ou participant sur la mort du capitaine Thomas Sankara, feu capitaine Thomas Sankara, ben, l'histoire jugera et puis la justice est là pour s'en occuper. Mais cela n'empêche qu'aussi, en tant que citoyen burkinabé, s'il a les voies et moyens pour aider au soulagement des populations à travers la lutte contre le terrorisme, mais il est la bienvenue. Moi, je n'y trouve aucune objection. Il faut de tout pour faire un monde. J'ai souvent dit que c'est parce qu'il y a un voleur qu'il y a un commissaire de police. Et c'est parce que le commissaire de police fait son rapport qu'il y a des avocats et il y a des magistrats ensuite pour juger cette affaire-là. Il faut de tout pour faire un monde. Moi, je suis entièrement d'accord avec l'initiative de l'espoir des autorités burkinabées qui vise à aller rencontrer le chef de l'État, l'ancien chef de l'État du Burkina, et à partager avec lui. Mais cela ne l'exclut pas du tout des fautes qu'il a eu à commettre par rapport au dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara. Et je crois que c'est la même chose que disait mon co-débatteur quand il parlait du général Diendéré qui est en ce moment-ci en détention et qui a même proposé ses services. Le fait de proposer ses services ne veut pas dire lui octroyer la liberté, le voir circuler en ville dans tous les sens. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de méthodes d'approche pour l'écouter, prendre des initiatives. Aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a Internet, il y a tout ça pour prendre des contacts. Et le jeu sera fait. Je ne trouve pas mauvais cette initiative-là et plutôt je l'encourage. Blaise Compaoré associé à la politique sécuritaire actuelle au Faso? Nous l'avons dit, nous l'avons chanté depuis 5 ans maintenant, 4 ans. Nous sommes en train de dire qu'il faut absolument regrouper toutes les forces, y compris le président Blaise Compaoré, parce qu'il a été au cœur, n'est-ce pas, de ces mouvements djihadistes. Quand je dis au cœur, il y avait une coopération pour négocier, libérer les otages, etc., etc. Et quand il est parti, que le Burkina Faso commence à être attaqué violemment, je crois qu'il faut qu'il puisse amener son expertise pour amener la paix. C'est extrêmement important. Cela n'a rien à voir avec l'assassinat de Thomas Sankara. Ça n'a rien à voir. C'est la nation, c'est-à-dire que si le Burkina Faso se désintègre, quel est le juge qui aura le temps de juger? Tu vas juger qui? On n'a même pas le temps de juger. Tout le monde va fuir en exil, il y aura beaucoup plus de réfugiés dans les autres pays. Non, il faut que le Burkina soit un Burkina stabilisé et que l'État puisse contrôler tout le territoire et puis créer la stabilité. C'est en temps de paix que la justice se fait normalement. Alors, selon Hamzat, dernière question par rapport à Gilbert Diendéré, que gagne-t-il aujourd'hui à collaborer avec les forces de défense et sécurité pour ramener la paix dans le pays? On sait qu'il est sous une lourde condamnation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas travailler plutôt à le libérer avant d'en espérer toute la science, notamment dans la lutte contre le terrorisme? Écoutez, je vais poser la question de savoir
Quand une maison elle est à feu, est-ce qu'il faut chercher à situer les responsabilités ou bien l'éteindre d'abord? La question pour moi, c'est d'éteindre d'abord le feu et ensuite de situer les responsabilités. Là, si on se met dans... C'est pour cela que j'accusais malheureusement, qui veille m'en pardonner, la classe politique et surtout le balai citoyen. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le Burkina aujourd'hui n'a pas besoin de démocratie ou machin. Le Burkina a besoin de paix. Il faut ramener nécessairement la paix. Et ça, c'est la condition sine qua non à toutes les autres démarches à faire. Absolument. Une fois que la paix s'installera, on parlera de justice après. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? C'est pas pendant que le toit de la maison est à feu qu'on cherche celui qui a mis le sang dans la chambre. On cherche à s'accuser que d'aller éteindre le feu. Il faut aller de manière objective vers la paix. Surtout le faire dans un sens d'apaisement, dans un souci d'apaisement et surtout de réconciliation. Et je veux dire, et je me répète, cela n'exclut pas que la justice soit faite aux allégations du genre tentative de coup d'État, etc., et la mort du président Thomas Sankara. Voilà qui est clair, mot de fin. Oui, moi je crois que ce qui est valable pour le Burkina est valable pour les autres pays. Et j'attire l'attention des pays qui sont en train de créer les conditions qui ont amené l'insécurité dans les autres pays, qui surfent sur les lois nationales, qui excluent les gens, qui briment les populations, qui enferment, qui emprisonnent, qui arrêtent. Parce que quand le feu commence à consumer, toi qui penses que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de puissance, c'est l'anarchie qu'on installe. Et ces anarchies-là sont installées par des hommes politiques, acteurs qui ont des responsabilités. Donc il faut que ça s'arrête. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les autres pays, il faut que ça s'arrête. Sinon, nous allons embraser toute l'Afrique de l'Ouest et eux, ils vont peut-être prendre leur avion pour aller prendre leur... Ils ont des maisons un peu partout là, et de l'argent un peu partout. Les populations seront là en train de souffrir. Il faut que ça s'arrête. Nous avons besoin de la paix et de la stabilité, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Voilà qui est clair. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Namzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Messieurs, merci d'avoir été là. À bientôt, chers téléspectateurs, pour notre numéro de votre émission Angle de vue. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant